Reprenons l'équation différentielle générale en coordonnées modales ou principales. Le vecteur des forces d'excitation étant supposé constitué de fonctions phi de t quelconque, utilisons la transformation de Fourier sur l'équation. Si SI de t se transforme en grande SI de j oméga, la dérivée S seconde I se transforme en moins oméga carré, fois grande SI de j oméga, et le vecteur f de t en grande F de j oméga. En reportant dans l'équation complexe associée, on déduit l'expression de grande SI de j oméga. Appliquons la transformation de Fourier au vecteur Q de t des réponses, qui devient grand Q de j oméga. Transformons également la relation de changement sur la base des modes propres. Comme les QP ne sont pas fonction du temps, on obtient une décomposition similaire dans le domaine des fréquences. En remplaçant les SP par leur fonction de grande F de j oméga, et en factorisant cette expression, on obtient une relation matricielle donnant grand Q en fonction de grande F. Le vecteur QP multiplié par son transposé donne une matrice carrée dont le terme d'indice I et J est QPI fois QPJ. On en déduit que la matrice qui factorise grande F est somme suivant P de QPI, QPJ, divisé par la masse modale MPP, fois oméga P au carré, moins oméga au carré. Dans le cas d'une excitation suivant le seul degré de liberté J, exprimons la réponse suivant le ième degré de liberté grand QI, qui ne fait plus intervenir que le terme matriciel d'indice I et J. Ce terme, noté grande HIJ de j oméga, apparaît donc comme le rapport entre la transformée de Fourier de la réponse et celle de la force d'excitation unique. La fonction HIJ de j oméga est par définition la fonction de transfert au degré de liberté I, pour une excitation unique appliquée suivant le degré de liberté J. On constate de plus que fonctions de transfert et réponse en fréquence sont identiques. On en déduit la relation matricielle entre grand Q de j oméga et grande F de j oméga. La matrice grande H est dite matrice des fonctions de transfert HIJ. En pratique, les transformées de Fourier seront calculées numériquement par la transformée discrète de Fourier, ce qui implique une durée limitée du chargement. Par ailleurs, l'absence d'amortissement dans le modèle conduit à une réponse surestimée au voisinage de chaque fréquence propre. Cette méthode sera donc plutôt utilisée dans le cas des modèles avec amortissement. Un chargement impulsionnel est un chargement limité dans le temps, avec un début et une fin. On utilise encore la méthode de synthèse modale. Les coordonnées principales ou modales SI de t sont solutions des équations indépendantes, où f de t est un chargement multiple impulsionnel. Chaque équation en coordonnées modales sera résolue par l'intégrale de Duhamel. Les conditions initiales en coordonnées principales seront obtenues à partir des conditions initiales en coordonnées physiques. Pour cela, on multiplie, à gauche, la relation de changement de base Q de t égale phi fois S de t, par QI transposé M, et on développe en tenant compte des relations d'orthogonalité. Dans l'exemple, une seule force F2 de t est appliquée. C'est un chargement triangulaire symétrique, de durée 5 secondes et de valeur maximale 1. Le changement de base modale donne 3 équations indépendantes. Elles sont résolues chacune numériquement par l'intégrale de Duhamel, selon le schéma vu au chapitre « Système à un degré de liberté ». On revient en coordonnées initiales ou physiques par le changement de base Q de t égale phi fois S de t. Soit, pour la première coordonnée, Q1 égale S1 plus S2 plus S3. On note, comme déjà remarqué, que les solutions sont calculables au-delà de la durée de l'impulsion. On note aussi, que la réponse n'étant généralement pas périodique, doit être calculée sur un temps suffisant. En réalité, l'amortissement limitera cette durée d'étude, car les déplacements tendront vers 0, plus ou moins rapidement. Le modèle non amorti ne convient que dans le cas des chargements impulsionnels, ou dans le cas des régimes permanents lorsque les fréquences d'excitation ne coïncident pas rigoureusement avec les fréquences propres, sinon les réponses sont surestimées. S'il y a coïncidence, en particulier dans le cas d'un spectre continu d'excitation, il est indispensable d'introduire de l'amortissement dans le modèle. Toutefois, plutôt que de reformuler totalement le problème, on préfère souvent introduire l'amortissement sous forme modale. Le changement de base utilise les modes propres du modèle non amorti.
À partir du système homogène associé, on détermine les pulsations propres ωi et les modes propres qi, puis on effectue le changement de base modale. D'où on déduit les équations en coordonnées modales. Le principe de la prise en compte de l'amortissement modal est basé sur les remarques selon lesquelles, au voisinage d'une pulsation propre, le système se comporte comme un système à un seul degré de liberté. Dans un système à un seul degré de liberté, la valeur de l'amortissement n'est déterminante qu'au voisinage immédiat de la résonance. On déduit qu'il suffit alors d'amortir convenablement chaque réponse en coordonnées modales. Pour cela, on ajoute à l'équation différentielle modale le terme d'amortissement de Zi oméga is'. Zi est le facteur d'amortissement ou pourcentage d'amortissement critique. Il peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 1. En effet, dans les systèmes mécaniques, l'amortissement est généralement sous-critique. On peut alors associer à cette équation le schéma 1D-dl amorti. On note encore que chaque mode peut être amorti avec une valeur différente. Il existe d'autres méthodes pour prendre en compte l'amortissement, par exemple, sous forme proportionnelle. La matrice d'amortissement mu n'est en général pas diagonalisée par le changement de base à mode réel. On fait l'hypothèse, dite de Basile, que mu peut s'écrire comme une combinaison linéaire des matrices M et K, mu égale alpha fois M plus bêta K. Dans ces conditions, la matrice d'amortissement modal est diagonale, du fait des relations d'orthogonalité sur M et K. On est donc ramené à un système d'équations modales découplées. Ce type d'amortissement, utilisé dans les logiciels de calcul par éléments finis, présente l'inconvénient de ne disposer que de deux paramètres alpha et bêta. Par ailleurs, la signification physique de ces deux paramètres n'est pas évidente. Au contraire, les valeurs de Zi sont liées au type de construction et d'assemblage, liaison par amortisseurs élastiques, construction boulonnée ou soudée, etc. Considérons de nouveau l'équation différentielle modale avec amortissement. Effectuons son passage dans le domaine fréquentiel, à l'aide de la transformation de Fourier. On déduit la solution modale grand SI de J-oméga. La transformation de Fourier appliquée au changement de base modale nous donne le vecteur grand Q de J-oméga en fonction de grand F de J-oméga. En factorisant F de J-oméga, on fait apparaître une nouvelle forme de la matrice grande H des fonctions de transfert HIJ, prenant en compte les amortissements modaux. Considérons le même système à 3 degrés de liberté. Ajoutons des amortissements modaux, Z1, Z2, Z3. Calculons quelques fonctions de transfert, par exemple H12. Du fait des amortissements, les résonances ont maintenant des amplitudes finies. Superposons les courbes sans amortissement. Elles ne diffèrent des précédentes qu'au voisinage immédiat des résonances et antirésonances. Même remarque pour H22. Considérons la réponse du ième degré de liberté, QI, qui peut se décomposer en réponse partielle QIJ. Le schéma montre la succession de calculs à effectuer pour déterminer une réponse. Le calcul de la transformée de Fourier, directe et inverse, est effectué sous forme numérique par un algorithme de transformée rapide de Fourier ou FFT, Fast Fourier Transform. Les autres calculs sont des opérations classiques sur des fonctions complexes. Considérons le même exemple de force impulsionnelle triangulaire symétrique avec amortissement modal. Suivons le schéma de résolution précédent, avec une seule force. Discrétisons le signal de force. Elle est numérisée au pas de 0,5 Hz, soit 2000 intervalles. F2 de t est calculé jusqu'à 1000 Hz mais affiché jusqu'à 100 Hz, pour plus de lisibilité de l'impulsion. Calculons la transformée discrète de Fourier de la fonction précédente. Comme la fonction du temps est réelle, la partie réelle de la transformée est paire, et la partie imaginaire, impaire. La fréquence maximale est la fréquence d'échantillonnage, soit 2000 divisé par 1000. Les courbes ne sont pas continues mais échantillonnées. Traçons la transformée discrète de Fourier en module seulement. Elle est également symétrique. Traçons la fonction de transfert H12, jusqu'à la demi-fréquence d'échantillonnage, 1 Hz. Prolongeons celle-ci par symétrie, pour la partie réelle et antisymétrie pour la partie imaginaire. En effet,
La fonction de transfert a une transformée de Fourier inverse qui est la réponse impulsionnelle du système physique, donc réel. Ici, les fonctions sont représentées en modules, mais, naturellement les opérations sont réalisées sur les fonctions complexes. En multipliant la force par la fonction de transfert H12 de J-oméga, on obtient la réponse partielle Q12, donc Q1 de J-oméga, puisque F2 est la seule excitation. En appliquant la transformée de Fourier inverse sur Q1 de J-oméga, on obtient la réponse Q1 de T, comme la partie réelle du résultat. On vérifie au passage que la partie imaginaire est bien nulle. La fonction Q1 de T est calculée jusqu'à 1000 secondes, mais seules les 200 premières sont représentées. Autre méthode. Toutes les autres méthodes vues pour les systèmes non amortis sont encore utilisables. Réponse à un chargement périodique décomposé en série de Fourier. Réponse à un chargement impulsionnel par la synthèse modale des réponses en coordonnées principales calculées par l'intégrale de Duhamel, avec amortissement. Conclusion. Ce chapitre a montré que le calcul de la réponse d'un système à n degrés de liberté peut utiliser différentes voies, soit directement par intégration dans le temps, intégrale de Duhamel, méthode de Runge-Kutta, soit par le changement de base modale, la résolution des n-systèmes et le retour dans la base physique ou initiale.